Très stressé, vous voyez autour de vous cette ambulance, ces différentes personnes, les unes tristes d'être ici et les autres épuisées par une terrible nuit de travail. Et vous voilà vous, devant cette bâtisse blanche, cet endroit qui ne vous est en aucun cas très familier. Vous avez peur parce que vous savez que ce que vous avez appris durant ces 2 dernières années ne vous permet pas d'affronter ce nouveau monde, l'hôpital. Mais vous êtes aussi heureux, vous êtes sur la bonne voie, dans quelques années, vous allez devenir médecin. Vous regardez votre montre, 8 heures, c'est le moment. Vous entrez dans le service de pédiatrie et vous vous rassemblez avec vos camarades et votre professeur dans la salle de consultation. Le patient du jour est un très courageux petit garçon de 8 mois. Son père, affolé, essayait d'expliquer la raison pour laquelle son fils était dans cet horrible endroit. Vous pensez, génial, je travaille dans un horrible endroit. Il dit que son fils avait trouvé un vis par terre et qu'il s'était blessé la paume de la main avec. Mais là n'était pas le problème, c'était plutôt le saignement qui n'a pas cessé depuis ce matin. Il ajoute qu'il n'avait pas assisté à un saignement qui dure aussi longtemps depuis la circoncision de son enfant, et qu'à toutes fins utiles, aucun membre de la famille du patient n'avait eu un problème semblable à sa connaissance. Votre professeur examine alors l'enfant d'abord la plaie, puis tout son corps. Vous voyez alors plusieurs bleus au niveau de ses genoux et de ses coudes. Vous commencez donc à deviner que cet enfant a probablement une anomalie de l'hémostase. Avant de parler de l'hémostase, parlons un peu de sang. Le sang est un tissu conjonctif de consistance liquide et qui a pour fonction principale le transport d'oxygène, de nutriments, de déchets et d'hormones, mais aussi la régulation de la température, du pH et du volume liquidien, ainsi que la protection par la prévention de l'hémorragie par l'intermédiaire des thrombocytes ou la prévention des infections par l'intermédiaire des anticorps et des cellules immunitaires qu'il transporte. Le sang constitue environ 8% de la masse corporelle totale, ce qui représente environ 5 à 6 litres chez l'homme et 4 à 5 litres chez la femme. Ce sang est constitué de plasma, qui constitue la matrice extracellulaire du sang, et il est constitué à son tour d'eau, de soluté, de nutriments, des gaz, des hormones, des déchets, des protéines, notamment l'albumine, les globulines et le fibrinogène qui intervient dans la coagulation, et enfin d'électrolytes, c'est-à-dire des ions inorganiques. Le deuxième constituant du sang est représenté par les éléments figurés, c'est-à-dire l'ensemble des cellules. D'abord, les érythrocytes, globules rouges ou hématies, impliqués essentiellement dans le transport des gaz respiratoires, les leucocytes ou les globules blancs qui sont moins nombreux que les érythrocytes et qui interviennent dans l'immunité en intervenant dans la protection du corps contre les bactéries, les virus, les parasites, les toxines et les cellules tumorales, et enfin les thrombocytes ou les plaquettes qui sont des fragments cytoplasmiques de cellules très grandes appelées les mégacaryocytes, et ces plaquettes interviennent essentiellement dans la coagulation qui s'active lors de la rupture des vaisseaux sanguins ou d'une lésion de l'endothélium. Passons maintenant à l'hémostase. L'hémostase est le processus qui permet de maintenir le sang à l'intérieur d'un vaisseau sanguin endommagé, en empêchant donc la survenue d'une hémorragie. Les mécanismes d'hémostase sont plus efficaces pour traiter les blessures dans les petits vaisseaux sanguins, notamment les artérioles, les vénules ainsi que les capillaires, qui sont souvent rompus lors de traumatismes mineurs de la vie de tous les jours, et constituent donc la source la plus courante des saignements. Par contre, les saignements qui surviennent lors de la rupture des vaisseaux plus grands, plus précisément d'artères de moyen ou de grand calibre, ne peuvent être arrêtés seulement par les mécanismes hémostatiques. Il faudra donc mettre un garrot jusqu'à ce que le vaisseau déchiré puisse être refermé chirurgicalement. Enfin, une hémorragie d'une veine sectionnée peut être généralement simplement arrêtée par l'élévation du membre qui saigne pour réduire l'effet de la gravité sur la pression dans la veine. Et si cela n'est pas suffisant, on pourra aussi appliquer une légère pression externe. L'hémostase peut être divisée en plusieurs mécanismes. D'abord, la vasoconstriction ou spasme vasculaire ou le temps vasculaire, la formation du clou plaquettaire ou le temps plaquettaire, et ces deux dernières constituent la phase d'hémostase primaire ou le temps vasculo-plaquettaire. L'étape suivante est représentée par la coagulation sanguine, et à ces étapes,
on peut rajouter la fibrinolyse et la rétraction du caillot. La première étape de l'hémostase est donc la vasoconstriction temporaire qui permettra de diminuer le flux et la pression sanguine à l'intérieur du vaisseau endommagé et donc de minimiser la perte de sang supplémentaire. Ce spasme vasculaire est favorisé par plusieurs facteurs, notamment l'atteinte des muscles lisses des vaisseaux sanguins, les substances chimiques libérées par les cellules endothéliales endommagées, les thrombocytes activés qui sécrètent la sérotonine qui cause le spasme, et enfin les réflexes amorcés par l'activation des nocicepteurs. Ce spasme vasculaire dure environ 20 à 30 minutes, ce qui constitue donc le temps nécessaire pour que les deux étapes suivantes, c'est-à-dire la formation du clou plaquettaire ainsi que la coagulation sanguine, aient lieu. Cette vasoconstriction est plus efficace dans les vaisseaux sanguins les plus petits et pour les lésions les plus graves. La deuxième étape de l'hémostase est représentée par la formation du clou plaquettaire, qui est assurée essentiellement par les thrombocytes. Ces derniers adhèrent les unes aux autres pour former un bouchon qui obture temporairement l'ouverture du vaisseau sanguin. En temps normal, les plaquettes n'adhèrent pas les unes aux autres ni à l'endothélium, ce qui permet au sang de circuler librement dans les vaisseaux sanguins. Ceci est dû au fait que les cellules endothéliales, intactes, libèrent deux substances chimiques importantes, le monoxyde d'azote et une prostaglandine, la prostacycline, ce qui prévient l'agrégation plaquettaire. Par contre, lorsque l'endothélium est lésé et que les fibres de collagène du tissu conjonctif sous-jacent sont exposées, les thrombocytes s'amarrent aux fibres de collagène et une protéine plasmatique sécrétée par les cellules endothéliales et les plaquettes, appelée facteur Willebrand, vient stabiliser la liaison des thrombocytes, formant alors un pont entre les molécules de collagène et les plaquettes. Et ces dernières s'activent alors. Elles gonflent, forment des prolongements acérés ou pointus et deviennent plus collantes. Cette liaison stimule les plaquettes pour qu'elles libèrent des substances chimiques. D'abord l'ADP, qui constitue un puissant agent d'agrégation et permet aux thrombocytes d'adhérer ensemble et de libérer leur contenu. Le PAF, qui initie une boucle de rétrocontrôle positive en activant plus de plaquettes sanguines et qui permet la conversion de phospholipides plaquettaires en thromboxane A2, et la sérotonine et la thromboxane A2, qui est un dérivé de prostaglandine, ce qui favorise le spasme vasculaire et l'agrégation plaquettaire. Alors qu'ils s'accumulent, les thrombocytes libèrent plus de substances chimiques et l'agrégation se poursuit selon une boucle de rétroactivation. En moins d'une minute, il y a formation d'un clou plaquettaire ou thrombus blanc qui permet de contenir le saignement. Ces thrombocytes forment des clous plaquettaires plus ou moins lâches, mais assez solides tout de même pour contenir les saignements des petites lésions et déchirures des vaisseaux sanguins. Ceci est dû notamment à une autre propriété des thrombocytes qui est leur contraction grâce à une grande concentration d'actine et de myosine. Les grosses déchirures nécessitent, elles, des clous plus solidement fermés. Le fibrinogène, une autre protéine plasmatique qui joue un rôle essentiel dans la coagulation, intervient aussi dans l'agrégation plaquettaire. La troisième étape de l'hémostase est représentée par la coagulation ou la formation du caillot sanguin. Le but ultime de cette étape est la formation de filaments de fibrine à partir de fibrinogènes, permettant donc le renforcement du clou plaquettaire par des filaments de fibrine formant un caillot piégeant de nombreux érythrocytes ainsi que d'autres cellules, mais surtout des thrombocytes, ce qui permet de fermer des lésions plus grosses des vaisseaux sanguins. Durant cette étape, le sang passe de l'état liquide à l'état gélatineux. La coagulation comporte plusieurs étapes faisant intervenir des facteurs de coagulation qui sont des protéines plasmatiques au nombre de 13 élaborées par le foie. Tous ces facteurs, sauf le facteur 3 ou le facteur tissulaire, circulent de façon inactive dans le sang. 4 de ces facteurs sont synthétisés à partir de la vitamine K. Il existe aussi 2 inhibiteurs de la coagulation qui nécessitent aussi la vitamine K pour leur synthèse. Ce sont les protéines C et S qu'on verra plus tard. Pour pouvoir comprendre les étapes de la coagulation, il faut savoir que souvent, l'activation des facteurs de coagulation les transforme en enzymes protéolytiques, et ceci par la suppression d'une partie de la protéine, ce qui permettra
de catalyser une réaction permettant de former l'enzyme suivante dans la séquence à partir du facteur de coagulation. Certains facteurs agissent plutôt en tant que cofacteurs d'enzyme. Commençons par la première phase de la coagulation. Cette première phase est divisée en deux voies qui finissent par fusionner en une seule. La voie intrinsèque et la voie extrinsèque. Commençons par voir les points communs entre ces deux voies. Toutes deux nécessitent la présence de la membrane négativement chargée des thrombocytes activés et qui constituera alors la surface où se feront la plupart des réactions de la cascade de coagulation. Cette charge négative a pour origine la phosphatidylsérine, appelée aussi facteur plaquettaire 3 ou PF3. Toutes les deux nécessitent aussi la présence de CA2+, constituant dans cette cascade le facteur 4. Les étapes intermédiaires de chaque voie se déroulent en cascade pour aboutir à l'activation d'un facteur commun, le facteur 10 ou facteur Stewart, et ce dernier s'associe avec le CA2+, la surface phospholipidique ou PF3 et le facteur 5A, formant un complexe, l'activateur de la prothrombine. Rien à voir avec la cascade de coagulation, une idée jaillit dans votre brillant esprit d'étudiant. Et si l'enfant avait une thrombopénie? C'est assez logique, les thrombocytes sont très importants dans l'hémostase, comme on l'a vu dans l'hémostase primaire, et ils induiraient probablement des saignements si leur nombre était faible. Vous avez trouvé la réponse, et ceci avant même de voir les résultats d'analyse sanguine. C'est pas génial ça? Avant d'aller vers votre professeur pour lui annoncer que vous êtes un génie, vous faites une petite recherche sur internet et sur votre petit bouquin pour vous assurer. Alors, qu'en pensez-vous? Avez-vous raison ou avez-vous tort? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Cette vidéo est assez différente des autres vidéos postées sur cette chaîne. J'ai voulu créer une histoire pour que vous puissiez comprendre la leçon dans un contexte plus réel, pour rendre la vidéo et l'apprentissage plus amusants, mais aussi pour introduire un peu plus de suspense et de curiosité dans les vidéos. Alors n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire ou sur mes réseaux sociaux. C'était une vidéo assez difficile à réaliser et sur le point de vue temps assez prenante, mais si vous pensez que ce type de vidéo vous plaît, j'adorerais réaliser plus de vidéos comme celle-ci, si le temps me le permet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me les envoyer sur les réseaux sociaux. Ne ratez pas la vidéo de la semaine prochaine pour connaître la suite de l'histoire de notre petit de 8 mois. D'ailleurs, j'aurai besoin de vos suggestions pour nommer ce petit. Alors n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me les envoyer sur les réseaux sociaux. Et à la semaine prochaine.